Ils ont quitté l'école pour une boîte de nuit, ce qui leur est arrivé ensuite va vous choquer. Bienvenue sur la Reine des Contes. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, abonnez-vous, aimez, partagez et dites-nous d'où vous regardez. Chidima Grace UDE a été entourée des plus belles choses de la vie dès sa naissance, dans la famille de Chief John et Lolo Joyce UDE, leur premier enfant. Elle a grandi dans un univers de surveillance et de luxe. Son père, riche importateur de pièces détachées automobiles, arpentait les rues en pantoufles en caoutchouc et chemises délavées, mais son compte en banque est aussi long que le fleuve Niger. Sa mère, Joyce, tenait une boutique haut de gamme à Sur-Ulré, vendant des dentelles et des bijoux en or importé, avec un rire bruyant et une garde-robe encore plus tapageuse. Leur manoir d'Amuo au Dauphin respirait la richesse. Pourtant, entre ces murs de marbre, Chidima vivait une vie faite de routine et de restrictions. Elle n'avait pas le droit de rendre visite à ses amis sans surveillance. Chaque sortie était surveillée. Chaque appareil était protégé par un mot de passe. Elle lisait des romans, résolvait des énigmes et écoutait du gospel, tandis que ses camarades allaient d'une maison à l'autre. Elle repassait ses uniformes scolaires, pratiquait les gammes de piano et enseignait à ses frères et sœurs, Dika, 9 ans, qui prétendait être le futur Wizkid, Sonto, 6 ans, qui posait des questions comme un bébé professeur et la petite Chison, 3 ans, qui ne portait que du rose et prétendait être une princesse, leurs devoirs et leur lisait également des histoires. Sa vie était réglée comme l'emploi du temps de Neko. 5h30, réveil. 6h, dévotion matinale. 6h30, petit déjeuner. 7h, école. 15h, retour. 16h, cours de piano. 18h, études. 21h, coucher. Ses parents l'interdisaient le téléphone, les réseaux sociaux, les amitiés superflues et les soirées pyjama. Elle était si douée en anglais qu'elle pouvait épeler des mots très difficiles, étudier sans relâche et représenter son école lors de divers concours et débats. En fait, c'était cet enfant dont le caractère excessif la faisait crier « c'est faux » lorsqu'elle corrigeait quiconque prononçait mal les mots autour d'elle. « Elle est concentrée », disait fièrement son père. « Une vraie femme n'a pas besoin de bruit. Laissez les autres courir après les hommes. Vous courez après le caractère et l'épanouissement personnel. » Sa mère la mettait constamment en garde. « Tu n'es pas une fille comme les autres. Tu es le reflet de notre nom. Si l'on mentionne UDE en public, ce devrait être un symbole de responsabilité et de réussite. » S'il y avait une chose dont ses parents se vantaient plus que de leur boutique et de leur commerce de pièces détachées, c'était Chidima, leur fille vedette. Leurs épaulettes étaient toujours hautes, car elle les rendait fiers de ses études, de sa morale et de son savoir-vivre. Ils croient au dicton selon lequel le premier enfant donne le ton au caractère des autres enfants et avaient appris à le constater dans la vie de leurs enfants. Chidima résolvait aussi les mathématiques comme si c'était une comédie. Son écriture était aussi belle et raffinée que celle d'un adulte formé à la calligraphie. Tout cela, ajouté à sa droiture, faisait d'elle l'élève préférée de ses professeurs. À 12 ans, elle réussit l'examen d'entrée dans l'une des prestigieuses écoles du Nigeria, l'excellent Girls College d'Abuja, ce qui n'étonna personne connaissant ses prouesses scolaires. Lorsque ses parents apprirent son admission, ils furent transportés de joie. Joyce, sa mère, dansa. « Une école de haut vol? Mon bébé? Dieu chinois, merci !» Son père la serra dans ses bras avec enthousiasme et s'exclama. « Ada, merci de me rendre fier. Je te promets de te former au plus haut niveau d'éducation. Je t'enverrai à Harvard pour tes études universitaires. Il ne te reste plus qu'à maintenir tes ambitions académiques et à continuer d'être une bonne fille. »« Notre première étoile !» s'exclama Joyce rayonnante. « Elle représentera bien cette famille. » La veille de son départ pour l'école, sa mère lui prit les mains et lui dit « Ne suis pas de mauvais ami. N'ouvre pas les jambes à un garçon. Concentre-toi sur tes études. Sois une lumière pour tes frères et sœurs, comme tu l'as toujours été, et rends-nous fiers. Souviens-toi de qui tu es la fille dans tout ce que tu fais. Souviens-toi toujours de qui tu es. N'envie jamais le bruit. Sois la lumière. S'il te plaît, ne nous déçois pas, » ajouta son père. « Oui, maman. Oui, papa. Je te promets de te rendre fier, » leur assura-t-elle. Le lendemain matin, ses parents l'emmenèrent à bord d'un avion pour Abuja, puis la déposèrent à l'école pour les formalités administratives et l'admission. Ils retournèrent ensuite à Lagos, confiant le bien-être de leur fille à la direction de l'école. Les prières en larmes de sa mère et la bénédiction de son père la suivirent tandis qu'elle entrait en larmes dans le dortoir de l'école. De la première à la troisième année, Chidima se passa sans encombre, car elle garda la tête basse et étudia assidûment. Elle remporta des concours intermaisons, dirigea l'équipe de débat, gagna l'affection des professeurs et le respect des élèves. C'était la fille à qui l'on demandait de l'aide en algèbre, pas pour des ragots ou des anecdotes,
Mais tout a changé en SS1 lorsqu'elle a été réaffectée à la chambre B12 de l'hôpital Tafawa Balewa. C'est là qu'elle a rencontré Osa, Fola et Esha, 3 filles dont l'assurance les avait précédées dans la chambre. Elles étaient filles de riches politiciens et de magnats du pétrole. Leur coiffure était toujours impeccable. Elles portaient des bracelets de cheville illégaux et du gloss qui scintillaient sous les ampoules des dortoirs. Elles ne se contentaient pas de contourner les règles, elles les réécrivaient. Le jour, elles portaient des uniformes comme toutes les filles. La nuit, elles se transformaient en sirènes urbaines et elles avaient tout prévu. Des smartphones cachés dans des paquets de serviettes hygiéniques. Des trousses de maquillage déguisées en kit de biologie, des talons hauts et des mini-jupes enfouis au fond de leur casier, au fond de paquets de boissons. Le vendredi, elles escaladaient la clôture et se faufilaient derrière le réfectoire. Un Okada nommé Biggie les attendait, toujours à l'heure, toujours payé d'avance. Leur destination? Blue Velvet, Club Carter et Cloud9 Lounge. Des endroits où la musique était plus forte que les conseils de leurs parents et tous les autres endroits branchés qui attiraient leur attention et leur enthousiasmaient. Elles dansaient, fumaient des chichas aromatisés, buvaient des cocktails dont elles ne parvenaient pas à prononcer le nom. Des hommes jeunes et moins jeunes leur payaient des verres, glissaient de l'argent dans leurs poches, leur murmuraient des paroles douces à l'oreille, aussi attirantes et belles qu'elles étaient. Parfois, elle rentrait chez elle avec ses hommes. Juste une nuit, disait Osa en allumant un bâton de menthol. Il est clean. Et riche. Et bien. Et sa voiture a la clim à l'arrière, ajoutait Fola. Contrairement à ses bus scolaires aux vitres cassées. Parfois, elle faisait la fête en boîte. Néanmoins, une chose était constante. On les déposait généralement juste avant la prière du matin, et elle rentrait furtivement au dortoir avec du mascara taché et des traces de parfum. Chidima observait tout cela avec un mélange de peur et de fascination. Elle a gardé ses distances, jusqu'à ce qu'il la remarque, elle et son innocence criante. « Chichi, tu es la Vierge Marie ?» la taquina Esha un soir. « Rat de bibliothèque. Toi aussi, tu portes des livres », ajouta Fola. « Sérieusement, tu n'es pas fatigué ?»« Abby, elle veut épouser un ange », se moqua Osa. « Celle-là ne sait pas la vie. Les livres ne t'apprendront pas à te tordre et à manier les hommes. » Ils commencèrent à l'appeler « Chi la révérende sœur ». Ils l'excluaient des commandes de nourriture de fin de soirée, refusaient de partager leur brume corporelle et levaient les yeux au ciel lorsqu'elle répondait aux questions en cours. Petit à petit, les taquineries se transformèrent en pression. « Regarde-toi », dit Osa un jour pendant la préparation. « Que des as, mais aucune expérience. Tu ne sais pas ce que ça fait d'être complimenté par un homme. De porter quelque chose qui te donne l'impression d'être vu. D'être admiré. La liberté n'est pas un mal, Chi, ajouta Fola. Tes parents t'ont donné de l'argent, mais tu ne sais pas quoi en faire. » Pendant des mois, Chidima résista. Mais la curiosité lui prit. Et la solitude la rongea. Un soir, elle se retrouva face à un miroir, Osa derrière elle, en train de boucler sa perruque. « Tu serais si jolie si tu te laissais aller un peu, » dit Osa doucement. « Une nuit ne te tuera pas. » Ce soir-là, sa résistance se brisa. « Ce soir, c'est ton couronnement. Tu n'es pas seulement Chichi, la génie de la classe. Tu es Chichi, la bombe. »« Je ne sais pas danser, » murmura Chidima, essayant de reculer. « On va t'apprendre. »« Mais ça !» Elle lui tendit une robe rouge. Chidima la fixa comme si elle allait mordre. Les filles la maquillèrent. On coiffait ses cheveux de bébé et ont même vaporisé du parfum dans son soutien-gorge. « Tu nous remercieras plus tard, » dit Esha. « Mais au cas où, prends des mouchoirs. Parfois, les toilettes du club sont démoniaques, » ajouta Fola. À minuit, ils sautèrent dans l'Okada de Biggie et de son ami, leur fidèle Uber Escapade, et se dirigèrent vers le Blue Velvet Lounge. Au club, la musique était si forte qu'elle résonnait du sol au plafond. Chidima resta d'abord immobile, son cerveau essayant de s'habituer aux lumières clignotantes, aux machines à fumer et à l'odeur de sueur, d'alcool, de drogue et de tentation. Elle avait l'air d'une autre fille. Une fille qui voulait enfin se défaire des règles et s'amuser. « Détends-toi », murmura Osa. « Tu n'es pas là pour faire la morale. Tu es là pour vibrer et te détendre. » À l'intérieur du club, ils dansèrent, rirent, burent des boissons énergisantes et des shots au goût de feu. Néanmoins, ses inquiétudes et ses plaintes incessantes pour qu'ils retournent à l'école interrompirent leur sortie ce jour-là. Elle les suivit de nouveau au club le vendredi suivant et plusieurs vendredis suivants, jusqu'à ce qu'elle cesse de culpabiliser. D'ailleurs, elle pouvait désormais se déhancher au rythme des rythmes afro en dansant avec des hommes au hasard, même si elle n'avait encore jamais vu quelqu'un qui l'attirait suffisamment pour l'appeler son petit ami, comme le font ses amis. Un vendredi soir fatidique, après leurs activités sportives entre maisons, ils se faufilèrent au dernier bar de la ville, le Kudaba Club. 20 minutes plus tard,
Esha dansait avec son parfum d'homme du jour, Osa fumait de la chicha à côté, tandis que Chidima dansait de manière séduisante sur la piste de danse. C'est alors qu'il apparut, un grand, brun et beau jeune homme d'une vingtaine d'années, qui sentait le parfum de luxe. Il se pencha vers Chidima et murmura « Salut, ma belle. Je m'appelle Damian. Je t'observe depuis le salon VIP et je dois avouer que tu me plais. Je peux t'offrir un verre ?» Elle sourit. « Bien sûr. » Ils discutèrent, dansèrent, et il lui arrosa l'argent et lui murmura des mots doux à l'oreille. « Allons au calme, de préférence chez moi, si ça ne te dérange pas, proposa-t-il finalement. Elle hésita, puis retourna vers ses amis pour discuter de la proposition, et elles l'encouragèrent. « Vas-y, ma fille. Amuse-toi bien comme tous les vendredis soirs et découvre ce que tu as raté pendant tout ce temps, dirent-elles en chœur. » La voix de son père, pleine de fierté, d'espoir et de projet pour elle, résonnait dans sa tête. Mais elle la fit taire, s'approcha de Damian et murmura « Allons-y. » Et ils partirent main dans la main. Elle monta dans son élégante Mercedes-Benz GLK 2025, tout excitée. La sortie du club se fit en douceur et en silence, trop silencieux même à son goût. Avant qu'elle puisse cligner des yeux, il prit un nouveau virage bordé de buissons et d'arbres, sans aucune maison en vue. « Où allons-nous » demanda-t-elle. « Juste un endroit où je séjourne parfois. C'est sûr et privé. Tu vas adorer. » répondit-il en guidant silencieusement la voiture sur la route, telle une ombre sur l'eau. Elle s'assit à côté de lui, nerveuse mais essayant de ne pas le montrer. Ses talons argentés lui pinçaient les orteils. Sa gorge était sèche. Son estomac se noua, un étrange mélange de peur et de quelque chose de plus sombre. Il ne la toucha plus, la regardant étrangement, ce qui l'effraya encore plus. Cependant, ils entrèrent dans l'enceinte et tout était silencieux, sans aucun signe d'agent de sécurité ni de chien de garde. Juste une faible ampoule de sécurité vacillant comme si elle hésitait à rester allumée. Son estomac se mit à trembler de peur et ses sens s'éveillèrent sous l'effet du suspense. Puis il déverrouilla la porte et la fit entrer. Le salon était vide. Pas de chaise. Pas de télévision. Juste un tapis au centre. Les rideaux étaient serrés comme si la maison cachait quelque chose. Et puis, une odeur la frappa, comme celle d'un rat pourri. Ce n'était pas frais. Ce n'était pas de la nourriture. C'était du métal. De l'humidité. Comme du sang mouillé qui aurait trop tardé. « Pourquoi fait-il si noir ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Le générateur est en panne », répondit-il nonchalamment. « Mais on n'a pas besoin de lumière pour s'amuser, n'est-ce pas ?» Elle se figea. Ses pieds refusaient de bouger. Puis, elle remarqua la porte de derrière entr'ouverte. Et derrière, quelque chose qui traînait, immobile, sur le carrelage. Elle cligna des yeux. Une fois. Deux fois. Était-ce une main? Elle s'approcha. Lentement. Comme si son âme savait déjà ce que ses yeux allaient voir. La lumière de l'écran de son téléphone effleura l'objet. Elle haleta. C'était une jeune fille inanimée, les yeux grands ouverts, la bouche légèrement entr'ouverte par la terreur, ses parties intimes manquantes et le bas de son corps baigné de sang noir. Chidima essaya de crier, mais le cri qui montait de sa gorge ne parvint jamais à sortir. Son corps se figea, mais elle se tourna lentement vers lui qui se tenait là, l'observant avec amusement dans les yeux. Tout le charme et la douceur qu'elle avait vus en lui plus tôt disparurent. Tout ce qu'elle pouvait voir en lui à cet instant, c'était une intention sans âme et impitoyable. « Tu n'aurais pas dû voir ça. Du moins pas avant de m'amuser avec toi. » Il ricana. « Qui est-elle » murmura Chidima en reculant. « Elle n'a pas écouté, » répondit-il. « Toi non plus. » Immédiatement, il se jeta sur elle. Chidima se baissa, hurla, courut vers la salle à manger. Son talon se brisa, elle tomba et s'égratigna le coude. Il attrapa ses tresses et la traîna par terre vers la pièce tandis qu'elle gémissait bruyamment, puis se retourna et lui griffa le visage. Il rugit et la laissa tomber comme un sac d'épingles. Elle aperçut alors un vase en céramique sur le côté, le saisit et le lui fracassa sur la tête. Il tituba, et elle courut, essayant désespérément d'ouvrir toutes les portes pour s'échapper. Cuisine, fermée à clé. Chambre, vide. Puis, une sortie de secours. Cadenassée. Elle se retourna. Il boitait vers elle, du sang coulant de son front. Prostituée, tu rends les choses plus difficiles que nécessaires. Hurla-t-il avec venin. Viens ici, faisons ce pourquoi nous sommes là. Tu vas devoir me tuer d'abord. Hurla-t-elle, sa voix prenant enfin vie. Il eut un sourire narquois. Exactement. Puis elle vit la chose, une bouteille d'alcool et des allumettes sur un tabouret bas. Une idée lui vint à l'esprit. Elle attrapa les deux. Elle lui lança l'alcool. Il alluma l'allumette et l'agita d'un air menaçant. « Je vais brûler cette maison. » Il marqua une pause.
puis éclata de rire. « Tu ne peux pas. » Essaie. Il se jeta de nouveau et elle lança l'allumette allumée. L'alcool sur le tapis s'enflamma. Pas une explosion, mais suffisamment de feu pour semer la panique. Il hurla et recula en titubant. Elle ouvrit la porte de derrière d'un coup de pied, pieds nus, et cria à l'aide de toutes ses forces. Mais personne ne l'entendit. Elle était au milieu de nulle part, en pleine nuit. Au moment où son talon ouvrit la porte de derrière, l'odeur de fumée la suivit dehors. La maison derrière elle scintillait de petites flammes provenant du tapis qu'elle avait enflammé avec de l'alcool à brûler et une allumette. Il était toujours à l'intérieur, hurlant, toussant, en colère. Mais Chidima n'eut pas le temps de se réjouir. Elle l'entendit se diriger vers la porte qu'elle avait ouverte d'un coup de pied. Alors, elle courut à l'arrière du bâtiment, regarda autour d'elle et ne vit aucun portail, juste une haute clôture, et au-delà, le noir complet. Immédiatement, elle attrapa un tabouret abandonné, le poussa jusqu'à la clôture et grimpa, pieds nus, les jambes tremblantes, les paumes moites. Les barbelés lui effleurèrent la cuisse, mais elle ne s'arrêta pas. Elle se jeta par-dessus la clôture avec une précision qui aurait fait rougir de honte la championne du monde de saut en hauteur. Et atterrit dans l'herbe folle. Dure. Les branches lui grattèrent la peau. Le sol semblait vivant. Des insectes, des épines, du verre brisé? Elle l'ignorait. Peu lui importait. Elle se leva et ne vit rien d'autre qu'une épaisse forêt et des arbres. Elle paniquait. Où est cet endroit exactement? Où suis-je? Puis elle entendit à nouveau sa voix, de l'intérieur. Tu ne peux pas courir loin, je te rattraperai et te ramènerai ici. Cette déclaration fit monter l'adrénaline en elle, puis elle courut comme Toby amusant sur une piste de course, grâce à sa performance sportive lors des sports intermaisons qui venaient de se terminer. Il était encore tôt le matin. Ce moment où la nuit n'était pas encore complètement terminée, mais où le matin n'avait pas encore vraiment commencé. La brume s'accrochait aux arbres comme des secrets. Les grillons chantaient encore. La lune? À peine visible. Pourtant, elle courait. Les branches la giflèrent au visage. Les épines lui transpercèrent les pieds. À un moment donné, elle glissa et roula en bas de la colline dans une zone boueuse. Sa jambe se tordit, mais elle avança en boitant. Elle ne cria pas. Elle ne pouvait pas se le permettre. Les oiseaux s'envolèrent à son passage. Un lapin la dépassa en courant. Tout dans la forêt semblait l'observer. Continue d'avancer. Continue d'avancer. Elle le murmura comme un chant. Comme une prière. Personne ne savait où elle était. Le téléphone avait disparu. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle allait. S'il vous plaît, mon Dieu, que quelqu'un me trouve. Laissez-moi me réveiller. Mais ce n'était pas un rêve. Après ce qui sembla une éternité, le ciel commença à changer. Le bleu foncé laissa place au blanc nuageux. Du blanc nuageux à l'aube. La forêt s'éclaircit. Les jambes de Chidima vacillèrent. Sa voix était rauque à force de pleurer silencieusement. Et puis, elle le vit. Une route. Un petit sentier qui montrait des gens qui l'empruntaient. À l'aide! À l'aide! S'il vous plaît! Le chien d'un voisin se mit à aboyer. Une femme la regarda par la fenêtre. Il a essayé de me tuer. S'il vous plaît, aidez-moi. Ses pieds étaient nus et sales à force de gratter le sol. Ses jambes saignaient et sa robe était déchirée. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Elle avait vu la mort et l'avait regardée en face. Maintenant, tout ce qu'elle voulait, c'était rentrer chez elle. À l'aide, continua-t-elle, mais personne ne répondit, même si sa voix résonnait dans la nuit. La femme qui l'observait de l'autre côté de la rue halta et claqua vivement sa vitre. Elle rampa jusqu'au bout du chemin pour apercevoir une voie rapide. Elle resta assise là, attendant les secours. Pendant des minutes, personne ne passa. Puis, un vieux pick-up passa, ralentissant en apercevant les deux silhouettes au bord de la route. Un homme d'âge moyen portant une casquette délavée en sortit. Hé, ça va? Qui êtes-vous et que faites-vous ici à cette heure? Elle leva les yeux, les lèvres gercées, les yeux gonflés. S'il vous plaît, aidez-moi, je suis la fille du chef UDE, il a essayé de me tuer. Qui? Demanda l'homme, mais Chidima fondit en larmes, l'obligeant à ne plus poser de questions. Il ouvrit son véhicule et la fit entrer. Ne t'inquiète pas, ma fille. Tu es en sécurité maintenant. Je connais le chef. Je connais ton père. Elle continua de sangloter, tenant sa ceinture de sécurité comme une bouée de sauvetage. Alors que le camion avançait, les arbres disparurent derrière elle. Mais la peur, le combat et le feu demeuraient. Elle s'était échappée. Mais quelque chose en elle avait changé à jamais. Alors que le camion filait à toute vitesse dans les rues et le silence. Chidima ne dit rien. Le chauffeur la regardait sans cesse dans son rétroviseur. Elle tremblait, des larmes coulant sur son visage sans qu'elle y soit invitée.
Chaque fois que le vent lui relevait les cheveux en arrière, l'image de cette fille morte lui revenait en tête. Les yeux ouverts, la poitrine ouverte, le sang, ses propres mains, maintenant maculées de sang et de fumée. Elle ne fuyait pas seulement une maison. Elle fuyait un souvenir. À 8h17 précise, le portail noir du manoir UDE à Amuo au Dauphin trembla. Le gardien, Monsieur Ousmane, l'ouvrit, agacé. « Qui dérange mon portail comme ça ?»« C'est moi, Chidima, petite madame. » Puis il la vit. « Chidima. Walaï. OGA. Madame. Venez. » Joyce, vêtue de sa robe de chambre en satin, courut pieds nus vers la porte. Elle vit sa fille, meurtrie, pieds nus, la robe déchirée, le mascara sur les joues, les lèvres en sang et hurla. « Mon bébé. Mon Dieu. » Quoi? Le chef John était dans le salon à regarder les informations. Aussitôt, il entendit sa femme crier, il sortit et le temps ralentit. Sa fille. Son bébé. Debout devant le portail comme un fantôme. Elle leva les yeux et cria. « Papa. » Il s'avança. Lentement, confus. Chidima s'effondra dans ses bras en sanglotant. « Il a essayé de me tuer. Il y avait une autre fille. Elle était déjà morte. » Joyce se laissa tomber par terre et les serra toutes les deux dans ses bras. « Mon Dieu, tu as ramené ma fille. Mon Dieu, tu l'as ramenée vivante. » Même les servantes pleurèrent. Le silence retomba dans l'enceinte, à l'exception des sanglots de Chidima et du bruit de 3 cœurs battants, confus et soulagés. Elle était chez elle, vivante. Ce même matin-là, le soleil se levait, mais pour FGGC Abuja, il ne brillait pas. À 9h30, l'école était sous tension. Les enseignants chuchotaient. Les élèves sonnaient. Le téléphone du directeur ne cessait de sonner. La directrice Stella convoqua tous les élèves du dortoir de Tafawa Balewa. Debout devant la salle de conférence, les mains sur les hanches, la voix acérée. Je vous le répète, qui savait où Chidima était allé la nuit dernière? Osa croisa les bras, écha les jambes tandis que Fola se regardait les ongles. On ne sait pas, maman, s'exclamèrent tous en chœur. Esha, Fola et Osa, vous êtes ses colocataires et vous risquez de nous donner des détails sur ses allées et venues hier soir. Alors, je vous demande, comment Chidima a-t-elle pu quitter votre chambre hier soir sans que vous ne l'ayez remarqué? Elle était dans son lit hier soir avant que je ne me couche, et ce matin, elle était introuvable, répondit Fola. Elle était dans la chambre quand je me suis couché, ajouta Esha. On ne savait pas quand elle était partie. Menteuse, hurla une fille de JSS 3 dans un coin. Je vous ai vu toutes les trois habiller Chidima, lui mettre du gloss et lui poser des faux cils hier soir. Alors que vous pensiez que nous dormions toutes. Et vous êtes partis avec elle aussi. Mais vous vous êtes faufilés dans l'auberge ce matin sans elle. Toute la salle resta bouche bée. Silence! Cria la directrice. Vous, les filles, vous ne ruinerez pas la réputation de cette école avec votre style de vie dégueulasse et votre fausse innocence. Vous êtes suspendus le temps de l'enquête. De retour à Amuo au Dauphin. Le calme régnait dans le complexe d'UDE. Le calme qui règne après une tempête, pas vraiment la paix, mais le calme de la survie. Dans le salon, le chef John était assis sur son fauteuil en cuir, sirotant du thé chaud tout en parcourant les dossiers des fournisseurs. Joyce était à la table à manger, feuilletant de vieux documents scolaires, essayant de se distraire du flot de pensées qui la submergeait. Puis Chidima descendit les escaliers. Elle portait un simple peignoir et un haut uni. Pas de boucle d'oreille. Pas de perruque. Pas de parfum. Juste son visage nu et un cœur rempli de remords. Elle entra lentement dans la pièce, s'arrêta à mi-chemin et s'agenouilla. Sa voix tremblait. « Papa, maman, s'il te plaît, pardonne-moi. » Elles se retournèrent toutes les deux. Joyce se leva aussitôt. « Chi, non, non, ne t'agenouille pas, mon enfant. Tu n'es pas une criminelle. Il faut que je m'agenouille, maman, dit-elle d'une voix brisée. Il faut que je le fasse, car on m'a prévenu. Tu m'as bien éduqué. Tu m'as tout donné. Je n'avais aucune raison d'envier qui que ce soit. Mais je les ai laissés me pousser. Je les ai laissés se moquer de moi et me plonger dans l'obscurité. » Elle marqua une pause, les larmes aux yeux. J'avais l'impression de devoir prouver quelque chose. Que je n'étais pas ennuyeuse. Que je pouvais aussi être amusante. Mais je me suis égarée. Et j'ai failli y laisser ma vie. Joyce pleurait déjà en secouant la tête. « Tout va bien, ma puce. Tu es rentrée. Tu es revenue. C'est tout ce qui compte. »« Non, maman, insista-t-elle. Ce n'est pas bien. J'ai vu quelqu'un mourir. Une fille comme moi. Elle n'est pas rentrée. Sa mère l'attend probablement encore. J'ai vu ce qui aurait pu arriver. »
Et je suis désolé de vous avoir fait subir ça à toutes les deux. Elle se tourna vers Chief, dont les yeux s'étaient doucement embués de larmes. Papa, s'il te plaît, dis quelque chose. Chief ferma son dossier et s'approcha d'elle. Il la tint par les épaules. Tu es ma fille. Tu as fait une erreur, oui. Mais ce qui compte, c'est que tu sois rentrée chez toi. Tu n'y es pas resté. Tu as choisi de revenir. Et tant que je serai en vie, ma porte te sera toujours ouverte. Ils la prirent dans leurs bras, père, mère, fille. Pour la première fois depuis des semaines, la maison lui sembla à nouveau un foyer. Cependant, Chidima ne retourna jamais à l'internat. Elle poursuivit ses études depuis chez elle, faisant chaque jour la navette avec son chauffeur et rentrant directement dans les bras de ses parents. Les filles qui l'avaient égarée furent finalement renvoyées de l'école après que l'enquête eut révélé la vérité. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez vos réflexions avec nous dans la section des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification pour des histoires plus intéressantes. Au revoir pour l'instant.